L'enfant a le droit à l'erreur. L'enfant a le droit d'avoir des secrets. L'enfant a le droit à l'éducation. L'enfant a le droit de désirer, de réclamer, de demander. L'enfant a le droit de résister aux influences éducatives qui Cette déclaration des droits de l'enfant, rédigée par Janusz Korczak en 1929, est restée inachevée. En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de résistants se consacre au sauvetage d'enfants juifs dont les parents ont été déportés ou ont disparu. Les enfants menacés de déportation sont cachés au sein de familles et d'institutions non juives. En septembre 1944, l'Opège, l'œuvre de protection des enfants juifs, est créée. Les enfants sont recueillis dans des maisons, à Marseille, à Toulouse, à Ponto-Combo, à Rueil-Malmaison. Aujourd'hui, l'Opège, fidèle à son histoire et à sa vocation, accueille dans ses maisons des enfants de toute culture et de toute religion pour les soutenir et les accompagner. Au moment de la commémoration des 50 ans de la libération des camps, l'équipe éducative, avec les adolescents, a mis en place un programme sur l'histoire, la mémoire et le vivre ensemble. Il y a eu des mises en scène, voilà, il y a eu des mises en scène. Et il se trouve que ma grand-mère, avec sa mère, habitait le Marais. Et elle cachait des enfants. Et elle me parlait toujours d'une famille, ta grand-mère, oui, qui s'appelait les Goldenberg, qui habitait au-dessus de chez elle. C'est une histoire que j'entends parler, tu vois, depuis que je suis toute petite. Et je vais là-bas. De janvier 2005 à mai 2007, les jeunes des maisons de l'Opège ont remonté le fil de l'histoire, rencontré des témoins, lu des livres, consulté des archives, et ils ont réfléchi aux événements génocidaires de ce siècle. Ce travail de réflexion les conduit à participer à un voyage de 3 jours en Pologne pour comprendre et témoigner. Des moments où je ne pouvais plus avancer, je me suis arrêtée, j'étais obligée de sortir parce que c'était trop dur. Il n'y avait que des pourquoi. Pourquoi est-ce que c'était les juifs, les communistes, Si j'aurais ressenti de la haine, c'est réagir comme eux. Mon impression première, ça a été la force et le courage des enfants. Quand on rentre du voyage, on a l'impression d'un vieillissement, on a l'impression d'avoir pris des années. C'est vrai que dans ce voyage qui a duré 3 jours, parfois on se retournait, on échangeait les uns avec les autres, et moi avec les jeunes, et particulièrement ce qui ressortait, c'était mais c'est pas possible, on a l'impression d'être là depuis des semaines, des mois. La genèse du projet, ça a été en effet 2005, où les célébrations et les commémorations autour de la libération des camps d'Auschwitz et Birkenau est allé en résonance avec l'histoire et la mémoire de l'institution et de l'Opège. En effet, on a pensé mettre en place un projet avec des jeunes pour non seulement les inciter à revisiter cette histoire institutionnelle et essayer de percevoir en quoi ces événements ont des échos aujourd'hui dans la société actuelle, en traversant en effet le génocide du Rwanda, le Darfour. C'est une démarche à la fois d'éveil, de prise de conscience et de responsabilité pour les jeunes
les jeunes adolescents et les jeunes adultes qui sont accueillis dans les 2 maisons d'enfants de Vaucluse. J'ai encore un petit peu de mal à m'imaginer ce qu'on va y voir. Je crois que mes craintes aujourd'hui sont tournées davantage vers les enfants. On va sentir quelque chose, je pense. Il va se passer quelque chose là-bas, je pense. J'ai peur d'avoir peur. De me sentir mal à l'aise, d'avoir une tension. On s'est toujours dit, on va voir si on est prêt à partir, si on ressent ce besoin de partir, d'aller à Auschwitz-Birkenau, pourquoi on a envie d'y aller. Et puis là, on a l'impression que ce voyage arrive comme une évidence, comme quelque chose qui a été longuement, je pense, mûri, et de façon collective et de façon individuelle. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le quartier juif de Kazimierz accueillait la majeure partie des 65 000 juifs de Cracovie. En mars 1941, les nazis regroupent la population juive dans un ghetto, dans le quartier de Podgorze, où ils seront exterminés. Seuls 200 juifs vivent aujourd'hui à Cracovie. Moi, bizarrement, dès qu'on est arrivé ici, dans la ville, dans le quartier juif, j'étais émue, mais je savais pourquoi, puisque je sais ce qui s'est passé, mais j'ai senti un peu une émotion légère, mais quand même là. J'étais émue d'être là, ici, d'imaginer en fait tout ce qui a pu se passer, tout ce que les gens qui ont vécu ça ont pu vivre et tout. Et franchement, j'ai l'impression que la ville, on ressent vraiment ce genre de choses. On sent la ville, on sent la ville, voilà, il y a quelque chose de lourd. Ça se voit que c'était une ville qui a été en guerre, et il y a eu quelque chose, une histoire. C'est un peu une ville angoissante. C'est un peu oppressant. Le fait d'en parler, c'est bien, mais le fait d'y être sur place, tout autre chose. On était dans la journée quand on a été dans des endroits où, dans les petites rues, dans les petites avenues, c'était franchement, j'avais l'impression d'être dans le film, dans tous les films qu'on a vus par rapport à Exodus. Ce qui m'a marqué, je crois que c'était la place, la grande place avec les chaises. On voyait, en fait, c'était là où il y avait les médecins qui décidaient si les gens devaient vivre ou mourir. Je crois que c'était ça le moment. Parce que là, j'arrivais plus à imaginer la scène, en fait. Tandis il y avait d'autres endroits où, en fait, on ressentait un peu moins, c'était moins fort. Il y avait comment dire, je pense qu'il y a des trucs qui sont effacés avec le temps, en fait, dans cette ville. On est parti dans un petit endroit où les femmes se faisaient toutes tuer et c'était assez émouvant. C'est ce qui m'a touchée le plus. Il y a un mur où le guide nous a expliqué qu'il y avait plein de bébés, qu'on mettait des bébés superposés et on les tirait dessus. Donc, je me suis dit, ce sont des bébés, ce sont des innocents, ils n'ont rien fait et ils ont été tués pour rien. La synagogue de Rému et son cimetière témoignent d'une vie juive intense et passée.
Les morceaux de tombes juives retrouvés constituent des fragments de mémoire de toute une communauté disparue. Moi, en fait, ce qui m'a marqué, c'est le cimetière et ouais, les monuments et tout ce qui était historique, en fait. Le cimetière, ça t'a marqué? Ouais, voilà. Je sais bien, j'ai senti du respect. Il y a maintenant des pierres et des ruines parce que le terrain était prévu pour l'extermination. C'était un camp qui travaillait depuis 1943 jusqu'à 1945. J'ai l'impression que c'est triste. Cette déchet, j'ai l'impression qu'elle est triste. Il n'y a pas de vie. C'est un sentiment, mais non, peut-être que je me trompe, peut-être que la vie, elle n'est pas comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est une ville assez triste. Comment dire, avoir vécu là, je sais pas comment dire si tu veux, c'était encore trop bouleversant. Je comprends que les enfants puissent pas dire de suite. On est dans une ville où toute une communauté est partie. Il n'y a pas d'âme, quoi. Il n'y a pas d'âme. Je crois que les moments forts, ça a été la visite des camps, indéniablement. Ouais, de voir la force en fait qu'on a pu se donner les uns les autres. Et je crois qu'il n'y avait plus de barrière du tout entre les enfants et les adultes. Et on était tous ensemble et on a tous traversé l'épreuve ensemble. Auschwitz fut le plus grand camp de concentration créé par les nazis. Les Juifs constituèrent très vite la majorité des détenus. Ce camp faisait partie d'un immense complexe concentrationnaire. Travaux forcés, fusillades en masse, expériences pseudo-médicales, chambres à gaz et fours crématoires. Auschwitz, ça m'a marqué. C'est la chose qui m'a le plus marqué. Je me suis rien dit, j'attendais de voir. Je voulais tout voir et puis après me poser des questions et c'est ce que j'ai fait. Au début, quand on arrive sur les lieux, on réalise pas totalement. C'est avec du recul, c'est surtout après le voyage ou même le soir à l'hôtel qu'on réalise vraiment où on était et ce
qui a vraiment été produit sur les lieux même. Mais sur le coup, quand on y est, je ne me rendais pas tellement compte. C'est l'après-choc en fait qu'on se dit, et qu'on réalise et qu'on réfléchit. Quand on est à Auschwitz, on a l'impression d'y être vraiment, de voir ce qui s'est passé. Quand je marchais par terre, j'avais l'impression de marcher sur les cailloux où eux ils avaient marché, sur lesquels eux ils avaient marché. Et c'est une impression que c'est très lourd à supporter. On a vu Auschwitz dans plein de films, on a vu, et rien que d'y être, rien que d'imaginer ce qui s'est passé, ça prend une autre ampleur. Ça prend une autre ampleur qui fait que c'est encore plus fort, voilà la réalité des choses. C'est le chiffre pour les deux camps, Auschwitz et Birkenau, c'est traité de l'ensemble. Il y a une salle à Auschwitz qui m'a beaucoup marquée. C'est des salles où il y a des salles où il y a plein de valises, les cheveux et autres. Les vêtements, les cheveux, parce qu'on a vu plein de cheveux et c'était en masse. Là, quand j'ai vu les cheveux, j'ouvrais grand les yeux et puis ça finissait jamais. Je regardais encore un peu plus loin, il y en avait encore. Les vêtements des enfants, les chaussures et tout, c'était super choquant. Et il y a une salle où il y a de la layette et des chaussures d'enfants. Et ça, pour moi, c'était insupportable en fait. Il y a des moments où je pouvais pas, je pouvais plus avancer, je me suis arrêtée, j'étais obligée de sortir parce que c'était trop dur. Je pleurais en voyant le camp d'Auschwitz, je pleurais. C'est là en fait où j'ai vraiment réalisé l'ampleur de ce qui s'était passé. Les jeunes allaient et venaient du groupe quand on était à Auschwitz 1 et qu'on rentrait dans ces salles qui étaient particulièrement difficiles, avec on va dire ces vitrines qu'on voit partout en photo en France, dont on nous parle, et puis on est pris par cette réalité. En même temps, ces enfants qui allaient jusqu'au bout de cette démarche, mais qui ressentaient ce besoin de s'extraire comme un mouvement de va-et-vient et en même temps de permanence dans le besoin d'aller ensemble jusqu'au bout et d'être face à cette solitude qui était très en chacun finalement.
rentré dans le four du crématoire, on a fait le chemin de la mort. Et en fait, j'ai vu où tous les juifs ont été tués. Il y avait, je sais pas, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait encore des traces, qu'ils étaient encore dedans. J'ai été troublée par ce que j'ai vu parce que moi, par rapport à ça, j'ai vu mon nom sur une des listes. Donc ça m'a un peu bouleversée. Je savais que mes parents, enfin mes arrière-parents, ils étaient gitans. Et comme ils habitaient en Norvège, je savais pas qu'ils avaient été déportés. Mais... Auschwitz-Birkenau fut le lieu d'extermination massive en Europe. Dès 1942, des convois arrivent transportant des juifs qui sont sélectionnés et directement envoyés dans les chambres à gaz. « 2 200 000 personnes furent exterminées, dont environ 1 100 000 juifs, 75 000 polonais, 21 000 tziganes, 15 000 prisonniers de guerre. » Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'était le côté qu'il y avait encore des présences, quoi. Enfin, on est rentré en fait dans ces lieux où des millions de gens sont morts et c'est encore des âmes et des présences encore qui sont là, quoi. Où on marche, là où il y a eu des sangs, où il y a eu des gens qui ont marché, qui sont allés vers la mort, dans des fours crématoires, etc. Et c'est quelque chose qui, je crois, qui nous angoisse. Enfin, en tout cas, moi, qui m'angoisse. Ce qui m'a marqué surtout le plus, c'est la grandeur du camp d'Auschwitz. Je pensais pas que c'était si grand. Je voyais ça, mais après j'avais l'image d'un train. J'imaginais ce train qui était là en fait. Donc en fait pour moi ça ressemblait même plus à des rails, ça ressemblait à un train à la fin. Voilà. C'est plein d'images comme ça. En fait, plein d'images comme ça après qu'on a au fur et à mesure qu'on avance. Je me disais qu'il y avait beaucoup de monde, je me suis rendu compte que tous les gens qui avaient pu être dedans, et que ouais, ils étaient pas bien, c'était pas une bonne vie qu'ils avaient. Ils étaient comme des animaux. Quand on a visité les toilettes, leurs dortoirs, là on a vraiment vu comment ils vivaient dedans. Et voilà, ça m'a marqué tout ça. Alors survivre au camp, survivre à la guerre, presque pas possible. Souvent on me dit, restez propre, restez digne, restez humain, c'est une forme de résistance. Je suis d'accord avec cette personne. Là, je peux vous montrer les latrines, les conditions sanitaires. Et là, vous savez, cette date de printemps 1943. Je viens de vous dire, les premiers travaux ont été réalisés ici en octobre 1941. Alors, en 1941, en 1942, où se lavait-il? Quand on a visité la première baraque, là où il y avait les sanitaires, tout ça, et après quand on a visité les lits, on se dit waouh, ils ont dormi là, quoi. C'est vrai que dès qu'on rentre dedans, tout d'un coup là plus personne rit, plus personne ne parle même. Tout le monde est attentif, regarde le guide et l'écoute. Voilà. Il y a un robinet d'eau pour 10 000 femmes. Et un robinet pour 500, ça aurait été merveilleux. Celles qui sont restées au bloc 26 ont été 67 jours sans se laver. Au début, nous les frottions avec de la neige. La neige ne lave pas. Et bientôt, elle s'est changée en boue fétide. On peut là-bas, on a vu les lits, on a vu comment ils étaient tués, on a vu les soi-disant toilettes. Je sais pas si on peut appeler ça, les toilettes. Est-ce que vous savez pourquoi les déportés s'évadaient d'ici? C'était deux raisons. La première, ils voulaient sauver la vie. Et deuxième raison, ils voulaient transmettre les informations sur Auschwitz, d'accord? Qui s'évadaient d'habitude des Polonais. Vous savez, comme ils parlaient polonais et connaissaient mieux la région, ils pouvaient plus facilement trouver une aide. Les déportés juifs, les tziganes, les prisonniers étrangers s'évadaient très rarement et d'habitude leurs évasions se terminaient par la mort, d'accord?
Nous connaissons vraiment 4 ou 5 évasions réalisées d'ici quand même. Pour s'évader d'ici, il fallait être d'abord très intelligent. Malgré les terribles conditions des détenus, sous-alimentés, éreintés par le travail et par les blessures, des prisonniers se révoltèrent et firent exploser le four crématoire numéro 4 grâce à des explosifs introduits par des femmes juives. Elles furent pendues en public. Là-bas, pas de barbeleur. J'ai un peu ressenti ce qu'eux ils ont vécu en fait. Je me suis mis un peu à leur place parce que quand on a fait le chemin pour aller au camp de concentration, en fait j'ai un peu vu, j'ai imaginé que eux ils étaient là avant nous et nous on repartirait vivants qu'alors eux ils sont repartis morts en fait. Et on est revenu en fait vers la sortie à Auschwitz, le camp d'extermination. Et en fait j'étais avec 4 ados et on marchait en fait les unes derrière les autres sur les rails. Et d'un coup, en fait, on avait un silence, comme enfin, il n'y avait rien, enfin, on n'entendait plus rien en fait autour. Et c'est marrant parce que même les ados, elles étaient très, très silencieuses et elles regardaient les rails en marchant. Et je sais pas, c'est à la fois très symbolique parce que nous, on pouvait ressortir de là et et les autres ne sont pas ressortis, quoi. Et c'est aussi cette espèce de silence qui nous a entourés d'un seul coup qui était assez impressionnant, quoi. À la mémoire des parents des premiers enfants de l'Opège, nous, les derniers enfants de ces maisons, nous avons souhaité rendre hommage à certains parents morts ici. Monsieur Bromberg-Hertz, convoi numéro 69. Madame Stromberg-Clara, convoi numéro 76. Monsieur Stromberg-Abraham, convoi numéro 2. Monsieur Farid-Salomon, convoi numéro 74. Monsieur Fizel-Motsek, convoi numéro 51. Monsieur Gutmann-Abraham, convoi numéro 5. Madame Hamel, Fanny, convoi numéro 15. Monsieur Andla-Kikoun, convoi numéro 7. Madame Onigman-Estera, convoi numéro 16. Monsieur Onigan-Kivan, convoi numéro 4. Madame Kartman-Malta, convoi 232. Monsieur Horowitz-Rachlit, convoi numéro 2. Monsieur Kostenbaum-Maurice, convoi numéro 51. Madame Morgenstern-Serla, convoi numéro 29. Madame Michon-Nelly, convoi 508. Monsieur Rosen-Mortka, convoi numéro 11. Madame Morgenstern-Isaac, convoi numéro 29. Monsieur Jveps Sigismond, convoi numéro 49. Madame Salomon-Noël, convoi numéro 9. Madame Salomon-Rose, convoi numéro 64. Monsieur Zoke Otto, convoi numéro 40. Monsieur Zelivioski-Fizel, convoi numéro 9. Madame Zoeke Esther, convoi numéro 40. Convoi numéro 11. Monsieur Zilberberg d'Israël, convoi numéro 58. Madame Zeliziuski Fanny, née le 27 février 1891, déportée par le convoi numéro 9 au départ de Drancy le 22 juillet 1942. Varsovie. 380 000 juifs, soit un quart de ses habitants en 1939 quand l'armée allemande occupe la ville. Les nazis créent le ghetto le 12 octobre 1940. Il est situé au centre-ville de Varsovie, entouré de barbelés et d'un mur haut de 3 mètres. À partir de juillet 1942, des centaines de milliers de juifs sont déportés et exterminés au camp de Treblinka. Le 19 avril 1943, des jeunes du ghetto se révoltent et résistent pendant un long mois. Le combat est inégal, disproportionné. En mai 1943, le ghetto est entièrement détruit et les survivants fusillés sur place. Nous, enfants de l'Opège, nous sommes venus rendre hommage aux personnes déportées. Ce qui est arrivé est injuste puisque le même sang coule dans nos veines. La promesse du plus jamais ça n'a pas été respectée et c'est pourquoi nous nous réengageons, car nous savons que vivre ensemble est possible et acceptons nos différences quelles que soient nos cultures. Je les trouve très courageux, très courageux d'avoir fait ce qu'ils ont fait pendant 3 jours, de l'attention qu'ils ont portée à ce projet,
Même si par moments ils ont dû décrocher, et il fallait les laisser décrocher, c'était très important pour eux. C'était dur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. C'est terrible et c'est formidable d'avoir fait vivre cela, d'avoir partagé cela avec les enfants. S'il n'y avait pas eu ces enfants, je pense pas que je l'aurais fait. Ils m'ont aidé, inconsciemment ils m'ont aidé, par leur présence, par leur envie de savoir, par leur envie de s'enrichir par rapport à leur questionnement, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à cette barbarie qui a eu lieu. Enfin, et c'est un merci à eux. Merci à eux, un grand merci à eux, parce que je pense pas que je l'aurais fait seul ou même plus tard. Ils ont été un peu comme finalement un bouclier pour moi. Ils m'ont aidé à dépasser ces moments-là, dépasser tous ces faits qu'on pouvait entendre qui m'ont renvoyé à ma propre histoire personnelle, à ma famille, à mes ancêtres. Et ils m'ont aidé à vivre ce moment-là et à transformer cette souffrance, cette douleur en quelque chose de beau, quoi. Et c'est vraiment ça où je les remercie et c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait de pouvoir vivre ça avec eux, quoi. C'est une histoire qui m'aime beaucoup, Janusz Korczak. Je connais cette histoire depuis déjà pas mal d'années, son histoire et tout. Et pour moi, c'est une belle leçon de vie, quoi. Et ce qu'on voit rarement aujourd'hui, d'ailleurs. Très belle leçon. Ça a été pour moi un moment très très fort quand on est arrivé dans cette maison et qu'en effet j'ai ressenti comme une forme de présence et aussi chez les jeunes peut-être une forme de retrouvailles ou d'adhésion comme ça au texte qu'ils pouvaient lire. C'était assez émouvant. Ça, je pense que ça a été pour moi un moment très fort, Janusz Korczak. L'enfant a le droit d'avoir des secrets. L'enfant a le droit à l'éducation. L'enfant a le droit de désirer, de réclamer, de demander. L'enfant a le droit de résister aux influences éducatives qui entrent en conflit avec ses croyances. Extrait du journal du ghetto, mai 1942, lettre rédigée par des enfants et soumise à Yannick Korczak. Monsieur le curé de la paroisse de la Toussaint, révérend Père, nous avons l'honneur de solliciter de votre bienveillance la permission de nous rendre quelquefois dans le jardin attenant à votre église, de préférence le samedi entre 6h30 et 10h du matin. Nous avons bien besoin d'un peu d'air et de verdure. Nous sommes à l'étroit chez nous et nous étouffons. Janusz Korczak était médecin pédiatre, éducateur, respecté de tous. Il n'a pas voulu abandonner les enfants du ghetto de Varsovie et a été déporté avec eux à Treblinka. Je me dis que j'ai de la chance. Je me dis que j'ai de la chance d'être ici, de vivre dans ce monde, de pas souffrir de la guerre comme ils ont vécu. Je me dis que j'ai de la chance.
quand je suis revenue, j'arrêtais pas d'en parler. Je disais franchement, je disais aux gens qui sont avec moi, s'ils ont l'occasion, il faut qu'ils aillent en Pologne voir ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qu'on a vu, il faut le dire à tout le monde pour que les gens ils savent vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Nous qui sommes partis là-bas, on peut dire la vérité aux gens. Donc c'est essentiel qu'eux-mêmes ils savent pour pas que ça se reproduise. Et je vais montrer toutes les photos que j'ai prises autour de moi. Je vais le montrer à tous les gens que je connais, leur apprendre, leur dire tout ce que je sais, enseigner tout ce que j'ai appris. J'espère qu'il n'y aura plus de malheur comme ça, de génocide, que ce soit pour les juifs, que ce soit pour les autres gens. Pour moi, ce genre de projet, c'est déjà ce que j'appelle le fait d'être témoin. Ça nous permet de mettre un stop et de dire que plus jamais ça. Pour moi, d'aller là-bas et de voir en fait et de s'informer dessus, c'est pour que un événement comme ça ne se reproduise plus jamais. Il faut pas oublier ce qui s'est passé. Voilà ce que je voulais dire. C'est vraiment ça que je voulais dire en tout cas. Il faut pas que les jeunes d'aujourd'hui ferment les yeux et il faut qu'ils réfléchissent plus aussi. On les retrouve beaucoup plus apaisés dans leur rapport à l'autre, dans nos rapports à nous, comme s'il y avait une certaine relativité aussi de leurs événements de vie, quelque chose qui prenait plus peut-être de consistance et en même temps de légèreté par rapport à peut-être aussi des douleurs qu'ils ont à gérer par rapport à leur propre histoire. Je pense que cette expérience, ils en ont tiré une philosophie, certaines façons de penser beaucoup plus larges que uniquement la Shoah, les génocides et tout ce que l'on a vu. C'est aller beaucoup plus loin et ça a une résonance beaucoup plus profonde sur leur histoire et sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et puis une réflexion comme ça. Je trouve que les jeunes, quand on les croise, quand on s'arrête sur le projet ou non par ailleurs, mais on a l'impression qu'ils font appel aujourd'hui à la réflexion. Je me sens pas plus grand, mais je me sens avec plus de connaissances, plus de choses que j'ai, appris quoi là-bas. Je m'attendais pas du tout à ça au début. Je croyais pas du tout que ça allait être aussi dur. Et maintenant, je ressens mieux les choses. Parce que j'ai plus vécu, j'ai plus appris. Je pense que je suis plus attentive aux autres, à ce qu'on me dit, à ce qu'on pense. Je suis plus attentive à ça. Et j'ai plus maintenant envie d'aller vers les autres et de prendre soin des autres, par exemple. Ça m'a apporté plus de courage et de force. D'un côté, j'ai pris un peu plus de maturité. Quand j'ai vu ça, j'ai pris un tout petit peu plus de maturité. J'ai l'impression d'avoir mûri, d'être un peu plus instruit, j'ai l'impression d'avoir fait évoluer mes pensées, tout ça. J'ai un recul par rapport aux gens parce que je pense que tout ce qui a été vécu avant nous, c'est très important, c'est notre histoire, donc faut pas l'oublier, quoi. Ça m'a permis de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et selon moi, mon point de vue, on est tous différents, mais on forme qu'une seule race, la race humaine. Et ça m'a beaucoup permis. Donc je me suis senti plus fraternel avec des amis comme avec des adultes. Je me dis que parfois, on m'a toujours dit qu'il fallait essayer de comprendre les autres, comprendre. Je me suis dit que c'était pas toujours possible. Parfois, on pouvait pas forcément comprendre les réactions, parce que par exemple là, je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que je pourrais pas comprendre de toute façon des actes comme ça. C'est pas humain. Donc, Au Rwanda, au Darfour et partout dans le monde, les enfants sont encore et toujours les premières victimes de la haine raciale et de la folie meurtrière des hommes.
Thank you.